Le problème, c'est que avec le développement de ce qu'on peut appeler le christianisme moderne, qui a commencé avec le protestantisme au 19e, au début du 20e siècle, et maintenant qui affecte aussi le catholicisme, en tout cas dans les pays occidentaux, d'Europe occidentale, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Et donc moi je pense qu'il y avait un conflit, et que le conflit était tout à fait évident à l'époque où il y avait un conflit sur la théorie d'évolution, sur Galilée, sur l'âge de la Terre, etc. etc. Donc il y a eu un conflit, mais je pense que, en tout cas, dans cette petite partie du monde qui est celle où nous habitons, le conflit a été perdu par les religieux et ils ont battu en retraite d'une certaine façon et ils se sont de plus en plus rabattus sur un Dieu, si vous voulez, que j'appelle métaphysique, c'est-à-dire le créateur de l'univers, ou bien un vague sens, ou quelque chose comme ça. Et bon, beaucoup de chrétiens modernes ne croient plus à la littéralité du récit biblique, ils ne croient plus à rien de ce qui contredirait directement la science. Enfin, en tout cas dans le discours officiel, je ne dis pas à la base, il y a peut-être toutes sortes de choses, mais dans le discours officiel, on ne contredit plus la science. Alors on ne sait plus très bien ce qui est dit, parce que Dieu, c'est quoi? C'est un principe, c'est le créateur de toutes choses, le début, hein, l'être suprême, c'est une espèce d'être suprême finalement. La croyance au ciel et à l'enfer a aussi tendance à s'estomper, quoi, qui est aussi une croyance fondamentale. Au moins à l'enfer, quoi. Et si on retire l'enfer, évidemment, on retire ce qui est soi-disant le garant de la morale dans la religion. Donc finalement, la religion c'est tellement effiloché, c'est tellement euphémisé dans un certain discours officiel que, évidemment, il y a d'une certaine façon pas de conflit parce qu'il n'y a plus, il y a plus de substance, si vous voulez, au discours. Mais là où il y a une substance, là où les gens croient vraiment, c'est là où ils croient à des miracles. Ils croient à des interventions divines, ils croient que Dieu va les aider s'ils prient, etc., etc. Et ça, évidemment, ce sont des choses qui sont en principe testables et qui, par conséquent, sont en principe en conflit avec la science. Enfin, dans la mesure où les tests, par exemple, d'efficacité des prières, on a fait des tests d'efficacité des prières, on a même fait un double aveugle, dans la mesure où c'est possible, et les résultats sont négatifs. Et donc, je veux dire, je pense que le conflit existe en substance, et dans la seule mesure où il n'existe pas, c'est parce que les religieux ont battu en retraite. Mais je dirais que même ce que j'appelle le Dieu métaphysique est en conflit, si pas avec la science, avec l'esprit de la science. Parce que pourquoi parler de quelque chose dont on ne peut rien savoir? L'esprit de la science, c'est d'essayer de tester ce qu'on sait, de parler de choses qu'on peut tester, puis le reste, on n'en parle pas. Or la religion, justement, va nous dire, voilà, il y a un créateur, un être, une cause première, etc. Mais comme ils n'en savent rien, c'est la même chose que dire qu'on ne sait pas. Ils disent des trucs du genre, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Bon, ben, on n'en sait rien. Donc, si vous dites que c'est Dieu, c'est comme si vous disiez que vous ne savez rien. Mais c'est pas ça le Dieu auquel les gens croient dans le monde là où ils croient vraiment, et c'est pas ce en quoi les gens croyaient quand les gens étaient vraiment chrétiens chez nous. Parce qu'ils croyaient en un Dieu qui se mêlait de leur vie et qui les punissait ou les récompensait dans cette vie, qui répondait à leurs prières, et éventuellement dans l'au-delà, mais alors de façon tout à fait matérielle et sérieuse, où l'au-delà est vu vraiment avec les flammes de l'enfer qui vous brûlent, etc. Ce qui est une croyance qui est encore partagée par beaucoup de gens dans le monde, chrétiens dits fondamentalistes, beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens dans le monde, mais pas chez nous. Et c'est dans ce sens-là que, à mon avis, il y a un malentendu qu'on exprime alors en disant qu'il n'y a plus de conflit entre science et religion, qui est un discours qui est très très fort, qui est très très fort chez les croyants, chez les chrétiens modernes, on va dire, mais qui est repris de façon non critique par les incroyants très souvent. Les incroyants disent ah, c'est magnifique, ils ont accepté la science, donc il n'y a plus de conflit. Il y a encore un conflit avec l'esprit, et il y a un conflit, et alors évidemment le conflit il existe encore avec la plupart des religions dans le monde. Je crois que les croyants croient ce qu'ils croient. Et il y a des gens qui ne croient pas et qui font semblant. Mais je veux dire, il y a des gens qui croient et les gens qui croient, ils le croient et ils croient parce qu'ils ont des raisons de croire. Les raisons de croire sont en général très simples, c'est parce qu'on leur a dit. Mais les raisons que vous avez de croire la plupart des choses que vous croyez sont aussi parce qu'on vous l'a dit. Vous n'avez pas tout vérifié, vous n'avez pas vérifié le mouvement des planètes, vous n'avez pas vérifié que toutes les capitales du monde sont ce qu'elles sont, ce que vous croyez être, etc. Et vous n'avez pas vérifié la date de la bataille de Waterloo. Donc les gens croient ce qu'on leur a dit parce qu'ils ont confiance dans les gens qui leur ont dit des choses, etc. Mais c'est important de comprendre qu'il n'y a pas deux sortes de croyances. À mon avis, il n'y a pas de croyance où les gens
croit en se disant mais j'ai besoin de croire, je crois parce que j'ai besoin de croire, ou je crois parce que ça me plaît, etc. Il croit parce qu'il croit que c'est vrai, c'est tout. Et donc, je pense que cette histoire de dire c'est pas important, c'est la dimension symbolique, je pense que si les gens consciemment disaient voilà, c'est la dimension symbolique qui m'importe, eh ben, ils ne croiraient plus. Et je pense que tout ce discours, c'est pour éviter d'affronter la question de la vérité. Mais c'est absurde parce que les gens qui tiennent ce discours ne veulent pas reconnaître que les gens qui croient, en fait, croient parce qu'ils croient, comme moi je crois que la bataille de Waterloo a lieu en 1815. Je ne me trompe pas en croyant ça, mais je dis je le crois, j'ai pas vérifié, je ne peux pas vérifier, je peux pas voyager dans le temps, voilà. Donc il y a des tas de choses dont je suis convaincu, on va dire, sans les avoir vérifiées personnellement. Et c'est comme ça pour les croyances en général, y compris les croyances que nous appelons irrationnelles. Et je pense que tout le baratin sur le fait qu'en fait c'est une valeur symbolique, c'est une valeur de consolation, c'est une valeur de passage, etc., est simplement à côté de la plaque et est tenu par des gens qui veulent légitimer les croyances en évitant de les confronter au tribunal d'expérience de la raison, appelez ça comme vous voulez. Mais ça ne colle pas avec ce que les gens qui croient vraiment, pensent vraiment. Et ça, je trouve que c'est très frappant. Mais le discours n'est pas spécialement, entre guillemets, enfin, oui, pour moi, il est de droite dans un sens substantiel du terme, mais sociologiquement, il est certainement tenu par des gens qui se considèrent subjectivement de gauche aujourd'hui, même très souvent, parce que beaucoup de gens veulent justement protéger les croyances contre l'impérialisme de la science, contre le totalitarisme de la science ou de la raison. Alors, la question que j'aime bien poser, c'est la question du tri. Comment est-ce que vous faites pour trier? Parce que des croyances de ce type-là, il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a en Nouvelle-Guinée, etc. Alors pourquoi vous croyez des trucs qui sont locaux, c'est-à-dire des trucs dans lesquels vous avez été élevé, par exemple l'astrologie ici, pas l'astrologie tibétaine ou chinoise, etc. Pourquoi est-ce que vous devez croire à des médecines comme l'homéopathie ici, qui ne sont pas populaires dans d'autres pays où ça va être de la guérison par la foi ou d'autres choses? Il y a quelque chose de très provincial au fait d'adhérer simplement à des croyances qui ne sont pas testées universellement. Et je ne vois pas très bien pourquoi on devrait accepter les unes plutôt que les autres. Ce que j'appelle le scepticisme scientifique, c'est l'argument que j'aime bien donner, qui est l'argument de Hume contre les miracles. C'est-à-dire que quand on vous raconte un récit de miracle, ou de pouvoir surnaturel, etc., ce que vous devez expliquer, ce n'est pas le miracle ou l'effet surnaturel que vous n'avez pas constaté vous-même, mais le fait que les gens vous le racontent. Ça, c'est le fait que vous observez. Les gens vous disent, voilà, alors j'ai vu un miracle, ou bien il y avait des miracles racontés dans les Écritures saintes, ou dans tel ou tel livre. Et la question, c'est, quand le phénomène à expliquer, c'est le miracle, enfin, pas le miracle, mais c'est le récit du miracle, quand le phénomène expliqué, c'est le récit du miracle, il faut il y a une explication très simple. C'est que la personne qui vous parle se trompe ou vous trompe. Probablement plutôt se trompe, mais que des gens se trompent ou vous trompent, ça c'est une expérience tout à fait courante. Vous pouvez acheter une voiture d'occasion, vous verrez tout de suite ce qui se passe. Et donc, pour moi, il faut poser la même question aux politiciens qui disent qu'ils vont résoudre les problèmes économiques, aux banquiers qui promettent des bénéfices faramineux, aux journalistes qui racontent des histoires vues dans des pays lointains, ainsi qu'aux évêques, aux charlatans, etc. Il faut poser la même question. Quelle raison me donnez-vous pour que je vous croie, plutôt que de croire que vous faites une erreur, ou vous êtes trompé vous-même, ou que vous cherchez à me tromper. Et ça, c'est la question à laquelle je trouve que les sciences naturelles ont une réponse à cette question, qui est l'extraordinaire, qui est d'une part la technologie. Je veux dire, c'est quand même frappant que dans toutes ces croyances irrationnelles, il y en a, enfin, que nous appelons irrationnelles, il n'y en a jamais une qui a fait marcher une voiture, ou qui a fait une thérapie dont l'efficacité est démontrable statistiquement. Comment se fait-il qu'il y a tant de thérapies, il y a tant de progrès, si vous voulez, en médecine, il y a tant de choses qu'on peut guérir, et depuis des siècles, ou rien que l'application des règles d'hygiène. Même l'hygiène, elle est basée sur une connaissance scientifique de ce qui se passe, sinon on n'aurait pas d'idée sur l'hygiène. Et donc, tous ces progrès dans l'espérance de vie, dans la guérison de toutes sortes de maladies, etc., ont tout été faits en testant nos connaissances, et puis on a cet appareil immense de connaissances non testées, variant d'un endroit à l'autre, etc., auquel on serait supposé croire,
mais qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité au niveau de la technologie, ni au niveau, alors ça c'est plus subtil, des coïncidences entre les prédictions expérimentales, des prédictions et des expériences. D'accord? Or, en science, il y a des expériences qui... Bon, ça, le commun des mortels n'est pas obligé d'y croire. Alors, il peut au moins croire qu'il y a des avions, des voitures, etc., et des médicaments. Mais disons qu'il y a aussi dans les laboratoires des coïncidences ou des observations extraordinaires par rapport aux prédictions théoriques. Et le problème, comme je dis, pour moi, dans les autres discours, dans les discours religieux, dans les discours pseudo-scientifiques, il n'y a jamais ce genre d'argument. Et donc, moi, je ne vois pas, il me semble tout à fait rationnel. D'une certaine façon, je trouverais que c'est une insulte à ma propre intelligence que d'accepter de croire des choses qui, d'une part, sont tout à fait régionales dans la forme de leurs croyances, qui ne sont pas universelles, alors que si je vais en Chine, je peux faire un séminaire et pratiquement utiliser les notations que j'utilise ici. Et c'est pas que dû au colonialisme, parce que on a aussi essayé d'imposer la religion chrétienne en Chine et on n'est pas arrivé. Donc, ou dans les pays musulmans. Donc la science est vraiment un côté universel qui est vraiment démontrable. Et par contre, les croyances non scientifiques varient d'un endroit à l'autre. Il n'y a aucun endroit où elles font la preuve de leur pertinence. Et donc, je pense que c'est d'une certaine façon, j'ai l'impression que c'est aller acheter une voiture d'occasion sans regarder, sans poser de questions, sans l'essayer, etc. Voilà, je fais confiance au vendeur de la voiture et j'achète la voiture. C'est comme ça qu'il me semble que les gens qui croient à ce genre de choses raisonnent. Je pense qu'il y a beaucoup de physiciens qui ont fait des propositions relativement imprudentes sur la mécanique quantique, qui donnent parfois l'impression qu'il y a un rôle actif de l'observateur, une espèce d'action directe de l'observateur sur la matière. Bon. Alors il me semble qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les aspects, si vous voulez, internes à la théorie qui mènent à ce genre de proposition et ce qui, à mon avis, sont des difficultés de l'interprétation traditionnelle, l'interprétation de Copenhague, la mécanique quantique. Je pense qu'il y a des difficultés. La plupart des physiciens pensent qu'il n'y en a pas. Mais c'est sur quoi tous les physiciens, qui soient pour ou contre l'interprétation de Copenhague, enfin comme moi, contre, sont d'accord, c'est qu'il n'y a rien dans la mécanique quantique qui justifie les spéculations pseudo-scientifiques. Ça, je connais pratiquement. Donc même si j'ai des gens qui vont être tout à fait en désaccord avec moi, qui vont penser que mes vues hétérodoxes sont indéfendables, et moi-même, je vais penser que leurs vues orthodoxes sont indéfendables, nous sommes toujours d'accord pour dire que l'idée d'une action directe de la conscience sur la matière, au sens où l'entendent les tordeurs de cuillère, les guérisseurs, etc., ou d'une action à distance qui serait vraiment permettant la transmission de messages, etc., de transmission substantielle d'informations, n'est absolument pas justifié par aucune version de la mécanique quantique défendue par des physiciens, y compris, je veux dire, je pense que certains physiciens ont tenu un langage qui soit était imprudent, ça c'est vrai, ou bien voulait simplement exprimer les difficultés de la théorie sous une forme imagée, ou éventuellement nier qu'il y avait des difficultés, ou trouver normal que certaines choses aient lieu, etc., etc. Alors on pourrait discuter, Bohr, Heisenberg, Einstein, on pourrait prendre des heures pour discuter de ça, mais je pense qu'en ce qui concerne les pseudosciences, c'est important de comprendre qu'il n'y a rien dans cette théorie qui justifie l'action de la conscience sur la matière. Or, je pense que c'est en général l'action directe non médiatisée par le corps humain de la conscience sur la matière qui est en jeu, si vous voulez, dans ces histoires. D'accord? Et il n'y a rien. Le rôle de l'observateur, par exemple, pourrait très bien, ce qu'on appelle parfois le rôle de l'observateur, pour l'immense majorité des physiciens, c'est le rôle d'un appareil de mesure, si vous voulez, totalement mécanique, avec enregistrement des résultats dans un ordinateur, etc., etc. Et donc, la conscience humaine, à proprement parler, ne joue pas de rôle là-dedans. Un des gros problèmes aussi que la science rencontre, c'est la question de l'économie. Toutes les mesures, disons, toutes les mesures politiques fondamentales qui sont prises, en particulier toutes les mesures de déréglementation, de privatisation, etc., sont toujours justifiées par la science économique. D'accord? Alors, ce serait peut-être long à expliquer, mais moi je suis très sceptique vis-à-vis de l'idée qu'il y ait une science économique et qu'en plus on puisse la formuler indépendamment de jugement de valeur, etc. Je pense qu'il y a énormément de mystification de ce côté-là, mais de nouveau ça renforce la méfiance de la science, puisque là c'est quelque chose qui se présente et qui est présenté
par les économistes eux-mêmes comme étant de la science, et derrière lequel s'abritent les politiques quand ils prennent des mesures, ou même qu'ils le font parce que ça les, comment dirais-je, ils se sentent justifiés, ça les justifie. D'ailleurs, quand Tony Blair est venu parler au Parlement français, je trouve toujours cette histoire extraordinaire, il est venu il y a quelques années devant le Parlement français, il a dit qu'il n'y a pas une façon de gauche et une façon de droite de gérer l'économie. Et ça, c'est nier d'une certaine façon l'idée qu'il y ait des jugements de valeur ou qu'il y ait des questions politiques qui se posent au niveau de l'économie. Mais alors, c'est pas au niveau de l'économie, à quel niveau se pose-t-elle? Et alors, il a dit, mais maintenant, la gauche a appris autant que la droite à gérer l'économie. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec les politiques de droite en économie. C'est ça qui était considéré comme de droite dans le temps en économie. Dans la mesure où c'est devenu un terrain soi-disant scientifique, alors évidemment, les gens qui ne sont pas contents des mesures qui sont prises ont tendance évidemment à augmenter la méfiance vis-à-vis de la science. Euh, je peux comprendre beaucoup. Enfin, comme je dis, je pense que la réaction postmoderne qui a tendance alors effectivement à se méfier de la science en bloc, et en particulier, par exemple, des trucs qui ne me paraissent pas gênants du tout, comme les OGM, ou bien alors tous les gens qui viennent avec des conspirations sur le 11 septembre, etc. Toutes sortes d'attitudes qui sont, entre guillemets, de gauche, mais qui me paraissent anti-scientifiques ou non scientifiques, sont, comment dirais-je, des réactions, mais sont un peu des dommages collatéraux d'une méfiance vis-à-vis de la science qui elle-même n'est pas totalement irrationnelle. Enfin, de l'usage de la science dans la société, mais l'usage, il est là, et les scientifiques ne peuvent... Je ne suis pas d'accord que les scientifiques peuvent se laver les mains, c'est-à-dire si vous travaillez dans des laboratoires aux États-Unis où on fabrique des armes de destruction massive, vous pouvez dire après, oui, mais ça c'est le gouvernement qui a décidé de les utiliser. Je veux dire, ça c'est pas... Bon, les gens qui ont inventé la mécanique quantique et la relativité, que ça a été utilisé après dans les armes atomiques, ça, ils ne pouvaient pas le savoir, c'est autre chose. Mais quand vous travaillez à Livermore et que vous préparez des armes de destruction massive, vous pouvez dire, après, c'est le gouvernement qui l'utilise. Je veux dire, là, ils donnent littéralement aussi au gouvernement la possibilité de faire d'utiliser ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai grandi, si on veut, enfin, quand j'étais adolescent, c'était la guerre du Vietnam. Et une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est l'immense collaboration de tous les grands scientifiques américains, pratiquement sans exception, à cette guerre. D'accord? Il y avait la division Jason au Pentagone qui regroupait plein de grands esprits et leur mission c'était d'augmenter les armes de détection, la destruction, etc. Il y a un pilote, par exemple, c'est une citation que j'aime bien, où il y a un pilote pendant la guerre du Vietnam qui dit les types à Dow Chemical, ils sont vraiment bien parce qu'au début, le produit, c'est-à-dire le napalm, n'était pas si chaud, alors ils ont rajouté une substance, et puis c'est chaud, et maintenant, ils ont mis quelque chose qui fait que même si les types, enfin, les Vietnamiens sautent dans l'eau, ça continue à brûler, etc., etc. Et donc, le lien entre à la fois la science comme justification de la science économique comme justification de la politique et la collaboration avec les militaires a fait énormément, et ça, je trouve ça humainement compréhensible, pour discréditer la science aux yeux du public. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Mais dans l'ère politique, la relation entre... Moi, je pense qu'effectivement, il faut... je continue à penser que les politiques devraient être autant basées sur une véritable science que possible, d'accord? Mais cette science ne veut pas, comment dirais-je, se passer, les sciences humaines ne peuvent pas se passer de considérations humaines sur les buts qui sont recherchés. D'accord? Par exemple, dire que, je ne sais pas, que le marché libre va maximiser je ne sais pas quoi, tant qu'on n'a pas fixé les buts, ça n'a pas beaucoup de sens. Et les buts humains, ça, ils sont liés à une discussion qui elle-même n'est pas stricto sensu scientifique. À l'époque de la guerre du Vietnam et donc de ma jeunesse, il y avait une très forte mise en question de la collaboration entre les scientifiques et les militaires. D'accord? Mais maintenant, cette mise en question, je ne l'entends plus jamais. Quand j'entends critiquer les sciences, c'est toujours une critique épistémologique des sciences. C'est-à-dire, on met en doute les sciences et on essaye d'abaisser un peu le discours scientifique et de remonter un petit peu l'irrationnel et la religion. Mais là, évidemment, je pense qu'il n'y a pas photo. Et que sur le plan de l'épistémologie, de la connaissance de ce qui sont les connaissances véritables, etc., la science est là et tout le reste, je veux dire, la science est très bonne là-dessus. C'est bien pour ça qu'elle a des effets aussi du point de vue militaire. On peut toujours essayer de faire faire des bombes avec des prières lourdes. Mais le problème, c'est
c'est bien ça, mais la perspective, si vous voulez, de la critique sociale de l'usage des sciences a pratiquement disparu et est devenue une espèce de critique de la science et de la rationalité. Et ça, c'est catastrophique. Maintenant, l'irrationnel sur les migrations, les peurs, tout ça, ça, comme thème de droite, ça me paraît éternitaire. D'accord? Mais ce qui est frappant, c'est qu'en termes de gauche, maintenant, où on joue aussi sur les peurs, par exemple, par rapport aux OGM, ou par rapport à l'alimentation, par rapport à toutes sortes de choses, il y a une espèce de sentiment où une gauche qui n'a pratiquement plus d'impact sur le plan socio-économique devient subitement majoritaire dans la population parce qu'elle elle joue sur les peurs que les gens ont spontanément vis-à-vis de tout ce qui touche à leur alimentation ou alors, je ne sais pas, à Frankenstein, etc., etc. Et ça, je trouve ça assez dommage. Je pense qu'il y a une idée qui s'est imposée en partie avec l'école de Francfort, avec Adorno et Horkheimer, mais qu'on trouve aussi chez des gens comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui dit la raison, qui dit très clairement, enfin il a dit ça quand il a commencé sa carrière de nouveau philosophe, la raison c'est le totalitarisme, alors il dit aussi c'est la Gestapo qui manie la torche, et c'est ça la lumière, et le résistant c'est celui qui est dans l'ombre, etc. D'accord? Enfin, il utilise cette métaphore. Et je pense que on trouve ce thème très fréquent, et c'est très très gênant, parce que, comment dire, en tout cas en ce qui concerne le communisme, c'est plus, je veux bien que la relation avec le communisme soit plus compliquée, mais si je pense au nazisme, c'est quand même très très clair que les nazis étaient ouvertement irrationalistes, et leurs racines étaient contre le rationalisme. Ils ont célébré les 150 ans de la Révolution française en 1939 pour célébrer leur victoire contre les Lumières, etc. C'était très très clair chez eux, c'est clair dans les philosophes qui en sont proches, comme Heidegger, etc. C'est tout le courant qui a donné naissance aussi, le courant intellectuel qui a donné naissance, comment dirais-je, en Allemagne dans les années 20, que ce soit Spengler ou Heidegger, ou même des gens comme Schmitt qui a dû s'exiler, etc. Ce sont des gens, c'est un courant qui est totalement, si vous voulez, sceptique et déçu du progrès et déçu de la science, à mon avis, parce que, effectivement, l'Allemagne ayant perdu la guerre, avant la guerre, l'Allemagne pensait gagner la compétition avec les autres pays, justement à cause de la force de la science allemande, qui alors, évidemment, de nouveau donnait la force de l'armée allemande. Et comme ils ont perdu la guerre, il y a eu une montée d'irrationalisme à ce moment-là en Allemagne et de rejet de tout ce qui était scientifique et rationnel. Et puis après, c'est arrivé au paroxysme, si on veut, qui était le nazisme. Et donc là, je pense que le procès qu'on fait à la raison est totalement, comment dirais-je, infondé. Mais c'est vrai que alors évidemment, on dit qu'ils ont utilisé un des clichés qu'on a, c'est que les nazis ont utilisé la science, mais ils ont utilisé les routes, ils ont utilisé le fait qu'ils avaient des maisons en dur, ils ont utilisé le fait que, je sais pas, ils ont utilisé l'art, ils ont utilisé toutes sortes de choses qu'on ne proscrit pas parce qu'on ne dit pas, oui, les nazis ont utilisé, mais quand il s'agit de la science, on a tendance à dire, voilà, ils l'ont utilisé, mais je pense que l'esprit, c'est ça ce qui est important, l'esprit rationaliste. La critique, ça, c'était pas du tout, comment dirais-je, c'était pas du tout leur façon de penser. D'ailleurs, un auteur marxiste ne veut pas défendre sa perspective parce que c'est un peu compliqué, mais un marxiste hongrois qui s'appelait Lukács a écrit tout un livre qui s'appelle La destruction de la raison et qui remonte dans toute l'histoire de la pensée allemande depuis, disons, enfin qui remonte à Nietzsche, mais aussi avant, avec Schopenhauer, Kierkegaard, etc., et qui essaye d'analyser toute l'histoire de l'irrationalisme ou de l'hostilité à la raison qu'il y a depuis la réaction allemande, enfin une partie de la réaction allemande face aux Lumières. Si on parle de Bernard-Henri Lévy, c'est de nouveau l'hostilité Je pense que tout son message, par exemple la barbarie au visage humain, etc., contrairement à ce qu'on croit, c'est pas spécifiquement anticommuniste, c'est anti-progrès, quoi. C'est l'idée de progrès, l'idée d'un avenir meilleur, etc., etc. Toute l'idée de progressisme, si vous voulez, est, comment dirais-je, suspecte. Et c'est ça, il le dit parfois assez clairement, c'est ça ce qui mène soit à Auschwitz, soit au Goulag, etc. Et c'est une pensée totalement absurde, mais c'est ce qu'il y a. Je trouve toujours très éclairant ce qu'il a écrit sur Heidegger dans son bouquin sur Sartre, parce que dans Heidegger, on dit parfois il y a le philosophe et puis il y a le nazi, mais
pour BHL, il y a deux Heidegger, mais ce n'est pas le philosophe et le politique, c'est dans le philosophe quelqu'un qui est profondément pessimiste, et ça c'est le bon Heidegger. Et puis il y en a un qui, bien que pessimiste, pense qu'on peut se sauver, et c'est lui qui devient hitlérien. Et c'est le fait que vous pensiez à une vision non totalement pessimiste de l'être humain, si vous croyez au progrès, etc., sous une forme ou une autre, alors vous risquez de tomber et c'est là, évidemment, parce que le rationalisme en général, enfin en tout cas le racisme des Lumières, a eu cette idée d'une amélioration possible de l'humanité, qu'alors il va dire, voilà, le goulag c'est dans Marx, et Marx c'est dans Voltaire, il a dit ça aussi. C'est-à-dire que c'est parce que c'est dans cette idée d'émancipation, dans cette idée de progrès, qui est une illusion. Une fois que vous êtes convaincu que c'est une illusion, alors vous dites que si cette illusion existe, elle peut avoir des conséquences catastrophiques, elle aura nécessairement des conséquences catastrophiques. Et c'est dans ce sens-là que les gens lient rationalité et totalitarisme. Moi, je me suis fort intéressé à la façon dont Chomsky et Herman ont analysé les médias dans la fabrique du consentement. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de voir quel est le point de départ. Le point de départ n'est pas, comme on pense souvent, par exemple, le fait que les médias sont la propriété privée de grands groupes capitalistes, etc. Parce que ça c'est pas un bon point de départ. Les gens qui travaillent dans les médias vous diront, mais nous sommes libres, nous n'avons jamais aucune pression, etc., etc., ce qui est probablement vrai. Mais la façon de procéder, c'est de prendre des paires d'événements comme ils l'ont fait, des drames, des tueries, des massacres, des bombardements, bon, et regarder si ces crimes sont commis par des ennemis politiques de l'Occident, on va dire, pour parler des médias occidentaux, ou bien des gens qui sont amis, qui sont soutenus, etc. Alors, un exemple qu'ils donnent, mais que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont comparé l'assassinat d'un prêtre qui était lié à Solidarnosc à l'époque du gouvernement communiste en Pologne et une centaine de religieux et de religieuses en Amérique latine qui ont été tués par des gouvernements proches des États-Unis, on parle des années 70-80, dont des religieuses américaines qui avaient été tuées au Salvador, dont un évêque, Romero, etc. Ils ont vraiment fait quantitativement la couverture de cela, médiatique, dans les médias américains, la façon dont on a parlé, la façon dont on fait remonter au sommet, c'est-à-dire au sommet de l'État polonais, et puis aussi, évidemment, de leur protecteur russe, la responsabilité de l'assassinat dans le cas du prêtre polonais, et qu'on ne le fait pratiquement jamais. Là, ce sont des escadrons de la mort, éventuellement, ce sont des bandes armées, ce sont des gens qui échappent au contrôle de l'État, dans l'autre cas. La façon dont on dramatise les circonstances, et c'est assez subtil parce que c'est vraiment tout à voir avec le contexte dans la façon dont les choses sont présentées, l'emphase que l'on donne, etc. Et alors on a pu le faire avec un avion sud-coréen qui avait été abattu par la chasse soviétique à une certaine époque par opposition à un avion iranien abattu par les Américains, ou des avions libyens, etc. On peut multiplier les exemples. Alors avec Israël, évidemment, on a des exemples sans arrêt où on voit les deux poids deux mesures suivant que l'action peut être criminelle et qui, en termes humains, revient au même genre de choses, des victimes innocentes qui sont tuées, des attentats, etc., suivant qui sont faits par des amis ou des ennemis. Et je pense que c'est ça le point de départ. Il faut toujours partir de l'analyse des biais. Et puis alors, ils expliquent ça avec la théorie des filtres, c'est-à-dire ils disent, voilà, il y a la propriété privée des moyens de production, des moyens de diffusion de masse, il y a l'influence de la publicité, il y a l'influence des agences gouvernementales et des organisations privées qui sont une source massive d'informations. Souvent, les journalistes n'ont pas le temps de faire autre chose que de recevoir et d'analyser, de transmettre les données qui leur sont données par les gouvernements, du moins les gouvernements amis. Et donc, il y a, j'ai oublié toute la liste des filtres, mais ce sont essentiellement, il y a aussi les campagnes d'intimidation qui sont faites par certains groupes. Si vous attaquez à Israël, par exemple, vous aurez tout de suite des campagnes de pression sur ce que vous dites, et donc, par rapport à ce que vous dites, et donc, vous avez tous ces facteurs ensemble, alors et puis la formation des journalistes, ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, vous avez le livre Les petits soldats du journalisme qui montre comment les gens sont formés, et puis alors, évidemment, à la fin du processus, il n'y a plus besoin. Et c'est ça l'astuce, si on veut, de notre système par opposition au système dit totalitaire, c'est qu'on n'a plus besoin de flics pour dire, voilà,
vous allez dire ce qu'il faut, voilà, on va vous dire ce qu'il faut dire, on n'en a plus besoin, parce que les journalistes fonctionnent tout seuls et ils fonctionnent dans le cadre des présupposés qui sont fonctionnels du point de vue du système. Et alors occasionnellement, on a une brebis galeuse, et alors ces brebis galeuses sont mises à la porte. Je veux dire, c'est très facile de faire des listes de gens qui finalement, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient trop rebelles, etc., dans les universités, dans les choses, dans les entreprises intellectuelles, etc., sont mises de côté, sont mises sur des voies de garage, ça ne manque pas. Et où il n'y a pas de raison scientifique proprement parler. Norman Finkelstein est un excellent exemple, qui est un universitaire américain qui a plus de 50 ans, qui a des livres traduits dans toutes les langues, etc., mais qui porte toujours son conflit israélo-palestinien, et qui a un point de vue considéré comme pro-palestinien, et il n'a pas d'emploi. Et toute sa vie, il a galéré précisément parce que déjà dans sa thèse, il avait mis en question un certain nombre de mythes répandus par les milieux pro-israéliens. Ça, c'est un exemple célèbre, mais il y a des exemples beaucoup moins célèbres, il y en a des tas. Puis les autres comprennent. Il y a aussi le problème, évidemment, même au niveau interne, c'est-à-dire la question dans les conflits de classe, on va dire, entre les travailleurs et les patrons, pour simplifier, mais où je pense que de nouveau, les journalistes, à cause de leur formation, de leur façon de voir les choses, vont, avec des nuances, se sentir plus proches des patrons que des travailleurs en général. Et certainement que des chômeurs ou que des soi-disant profiteurs, etc. Et ça, mais de nouveau, avec des nuances, parce qu'il y a un côté bourgeois bohème, si on veut, dans l'éthique des journalistes, dans l'habitus des journalistes, si on veut appeler ça comme ça. Et donc, il y a des nuances par opposition vraiment à la grande bourgeoisie, mais je pense que, de nouveau, on va le voir maintenant avec les mesures d'austérité, etc., comment elles sont présentées, comment on va présenter les choses. Je pense que ce serait aussi, même sur le plan interne, les présentations de nouvelles peuvent être très biaisées. Mais pour la politique étrangère, c'est terriblement frappant, quoi. Moi, j'ai eu plusieurs fois des expériences où je discute avec des gens au Moyen-Orient, par exemple, au Liban, en Algérie, enfin, au moins, c'est pas le Moyen-Orient, mais disons, dans le monde arabe. Et je suis toujours sidéré quand je parle avec des gens, je me dis, mais à qui est-ce que les journalistes parlent, quoi? Tellement ils représentent, ils ont une faible, comment dirais-je, ils sont incapables dans leur discours de voir, par exemple, avant la guerre du Golfe de 2003, j'avais été au Liban, j'avais parlé avec des gens, bon, forcément des gens qui parlent anglais ou français, pas évidemment j'avais pas été dans les camps de réfugiés, j'avais pas été, bon. Mais l'hostilité aux États-Unis et à Israël était tellement transparente et tellement évidente, et l'hostilité à la guerre venant des États-Unis était tellement forte, indépendamment de ce qu'ils pensaient du régime irakien. Mais quand je suis revenu en Belgique et que j'essayais de dire ça aux gens, on me disait, mais tu soutiens Saddam, etc. Ben, je veux dire, il y avait un blocage complet, pas simplement, comment dirais-je, par rapport au fait de comprendre, d'essayer de comprendre la démarche des gens. Et encore maintenant, avec les révolutions dans le monde arabe, on ne se rend pas compte que combien les sondages montrent, et le simple fait de parler avec les gens montre l'hostilité qu'il y a aux États-Unis. Alors on dit, mais les États-Unis prennent parti, Obama, etc., etc. Mais les gens, ça c'est la vision du monde, mais ça c'est comme le nationalisme. Hein. On a une certaine vision occidentale des choses, où nous on est des démocrates, on défend les droits de l'homme, les droits des femmes, etc. Et alors ça joue le rôle du nationalisme, disons, avant la guerre de 14. Ça joue le même rôle et ça biaise de la même façon la vision qu'on a de l'autre et du monde, et on ne comprend pas, à mon avis, les réactions d'hostilité, on ne comprend pas leur nature, on ne comprend pas les problèmes palestiniens tels qu'ils sont compris, etc. Mais ce qui me frappe toujours, c'est que quand je vais parler avec des gens, bon évidemment je ne vais pas parler avec des ministres ou des officiels, mais si un journaliste allait et essayait de parler avec des gens plus ou moins ordinaires, mais parlant des langues étrangères forcément, parce qu'ils parleraient français ou anglais, ben, ils se rendraient vite compte du hiatus entre la perception que les gens ont de la situation chez eux et la représentation qu'on en fait chez nous. Et je me dis, mais c'est impossible, comment est-ce qu'ils font? Où vont-ils? Est-ce qu'ils vont dans des hôtels 5 étoiles et puis rencontrent des officiels et puis ils font leurs articles? Je sais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose... tout ce qui touche au Moyen-Orient, à Israël, aux États-Unis, à la guerre, aux nombreuses guerres qu'on fait en Irak, en Afghanistan, en Libye maintenant, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe très fort. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus dangereux
Bon, évidemment, il y a aussi ça avec la Russie, la Chine, on comprend aussi pas on comprend pas leur point de vue, leur histoire. On a ça aussi avec l'Amérique latine, on a ça avec Chavez, on a ça. Enfin, je veux dire, mais ça, c'est vraiment très frappant, quoi. Et c'est très frappant que on est dans une époque où le nationalisme est banni des discours officiels. Tout le monde est pour la construction européenne. Si vous êtes souverainiste, vous êtes un peu facho, etc. Mais le nationalisme, c'est le nationalisme des droits de l'homme. La démocratie et les droits de l'homme jouent le rôle de l'écran, du biais, les droits des femmes quand il s'agit des musulmans, des biais qui étaient ceux joués par le nationalisme dans le temps. D'abord, d'une façon générale, je pense que nous n'avons pas aujourd'hui une théorie des croyances. Nous n'avons pas une théorie de pourquoi les gens croient ce qu'ils croient. Je suis très frappé par le fait que quand il s'agit de n'importe quelle question de physique, de chimie, de biologie, etc., tout le monde est d'accord qu'il faut étudier ça empiriquement, que ça prend du temps, qu'il faut se spécialiser, etc. Mais quand il s'agit, par exemple, des croyances religieuses, irrationnelles, etc., tout le monde a sa théorie. Marx a une théorie, Freud a une théorie, monsieur tout le monde a une théorie. Tout le monde a une théorie, d'accord? Alors, ça peut être la réaction à l'angoisse devant la mort, ça peut être la réaction à la souffrance, ça peut être l'opium du peuple, ça peut être une névrose, etc., etc. Mais tout le monde a une théorie. Et moi, je ne comprends pas comment c'est possible qu'un phénomène aussi complexe que la pensée humaine soit quelque chose qui soit accessible à l'intuition, alors que la physique nous a montré que notre intuition nous trompe sur beaucoup de choses. Donc nous ne voyons pas le soleil à la distance à laquelle il est, nous ne nous rendons pas compte que la matière est faite d'atomes, c'est-à-dire en grande partie de vide, etc., etc. Donc notre physique intuitive s'est montrée être erronée, mais notre psychologie intuitive, nous continuons à penser qu'elle va nous expliquer pourquoi les gens croient, pourquoi ceci, pourquoi les croyances évoluent, etc. Moi, je pense que les sciences humaines doivent être faites scientifiquement et que doivent être étudiées avec des méthodes empiriques de l'observation. Et c'est une chose qui se développe, par exemple, dans les sciences cognitives. Mais ça ne fait que se développer, on n'est qu'au tout début de l'histoire, où là, on va proposer des hypothèses et essayer de les tester en faisant des expériences avec des enfants, en observant des phénomènes transculturels, etc., etc. Mais on va poser des hypothèses. Et ça, pour moi, ça c'est le... Donc on a cette révolution dans cette façon de penser qui est vraiment différente parce que ce n'est pas comme ça dans le marxisme, c'est pas comme ça dans la plupart des sociologies, c'est pas comme ça dans le freudisme, etc. Et donc je pense que l'approche scientifique des phénomènes humains est à ses tout débuts, mais elle existe